députée Favennec-Becot. La parole est à Madame Aurore Berger pour La République En Marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La culture n'est pas un accessoire de la société. Quand Victor Hugo défendait la Convention de Berne pour la protection des œuvres, il avait eu des mots essentiels. Les peuples se mesurent à leur littérature. Une armée de 2 millions d'hommes passe, une Iliade reste. Rome n'est qu'une ville, mais par Tacite, Lucrèce, Virgile, Horace et Juvénal, cette ville emplit le monde. La culture n'est pas non plus un accessoire de l'économie. La création culturelle dans l'Union européenne représente 536 milliards d'euros par an. C'est plus que le chiffre d'affaires cumulé de l'automobile et des télécoms sur le continent. Et l'industrie culturelle européenne, ce sont aussi 7,2 millions de personnes, soit plus encore que dans l'automobile et les télécoms réunis. Nous, parlementaires, avons une responsabilité. Placer la création artistique au cœur de notre projet de société et soutenir tous ceux qui contribuent à son enrichissement, à sa transmission, à son partage, à sa diffusion, à sa diversité, à son indépendance. Nous devons avoir une politique culturelle à la hauteur de nos ambitions et surtout à la hauteur de ceux qui la font vivre. Nous devons tout d'abord ancrer durablement la démocratisation de la culture et de son accès. L'un des piliers de la politique que nous menons est la lutte contre l'assignation à résidence. L'un des leviers est évidemment la démocratisation de l'accès à la culture. Afin de permettre à tous les jeunes d'accéder à une offre culturelle variée, le gouvernement a mis en place une expérimentation au travers du Pass Culture, passeport de citoyenneté culturelle. L'objectif est de rendre les jeunes autonomes face à leur culture, de développer leur sensibilité personnelle sur toutes les esthétiques, d'encourager la fréquentation des lieux culturels de proximité et de pratiquer un art. Parce que l'égalité doit également être territoriale, le ministère a lancé le plan Culture près de chez vous. Ce plan a pour objectif la circulation des artistes et des œuvres, particulièrement dans ce qu'on peut appeler les zones blanches du service public culturel, c'est-à-dire ces zones présentant moins d'un équipement culturel pour 10 000 habitants. La culture ne saurait se limiter à une zone géographique. Nous devons lutter contre la concentration des investissements culturels en Île-de-France, et c'est une francilienne qui le dit. Quand 139 € par an et par habitant sont investis dans la culture en Île-de-France, seuls 15 € sont investis dans les autres régions. Nous faisons la démocratisation de la culture dans son accès, mais nous devons poursuivre, élargir cette démocratisation à ceux qui créent. Nous devons donc renforcer notre soutien. Le droit d'auteur consacre les droits des artistes et il mérite d'être encore consolidé. Il prend notamment ses racines, là encore, dans le combat de Victor Hugo. La propriété littéraire est d'utilité générale, disait-il. Toutes les vieilles législations monarchiques ont nié et nient encore la propriété littéraire. Dans quel but ? Dans un but d'asservissement. L'écrivain propriétaire, c'est l'écrivain libre. Lui ôter la propriété, c'est lui ôter l'indépendance. Le développement du droit d'auteur et donc de la rémunération des auteurs grâce à leur œuvre a toutefois laissé place à un lieu commun. Beaucoup croient qu'un artiste qui verra sa notoriété augmenter, même brièvement, sera assuré de pouvoir subvenir à ses besoins sur plusieurs dizaines d'années. Mais depuis une vingtaine d'années, ces réussites fulgurantes ne permettent plus de vivre décemment sur le long terme. L'enjeu majeur du droit d'auteur aujourd'hui est son actualisation pour ancrer durablement son indépendance et lutter contre son appauvrissement. La multiplication des canaux de diffusion, l'apparition et l'explosion du piratage, et je sais, Monsieur le Ministre, que nous poursuivrons ensemble ce combat contre les contenus illicites, sont des facteurs qui réduisent la rentabilité des œuvres des artistes. Avec la directive droit d'auteur, l'Europe saura protéger le monde de la culture et ses créateurs, tout en donnant un cadre adapté à l'ère numérique pour la régulation des droits d'auteur et des droits voisins. Et là encore, la France a largement œuvré. Permettre l'émergence d'artistes, de créateurs, pour vivre dans une société mature, développée, civilisée, c'est notre rôle. Nous devons donner les moyens à ceux qui créent de prendre le temps de la création, de pouvoir vivre dignement de leurs œuvres. Chaque année, l'État octroie plus d'1 milliard d'aides à la création. Les artistes sont donc au cœur de notre politique culturelle. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui met en lumière un sujet légitime et essentiel, et nous l'avons dit en commission. Donner aux artistes la place, le temps et la capacité de créer, qui est une activité à part entière. Mais nous doutons de l'efficacité des moyens choisis, de leur pertinence et de certains éléments de votre diagnostic. Tout d'abord, sur la taxe souhaitée par votre proposition. De nombreuses questions se posent sur son rendement, son champ d'application, les structures qu'elle impacterait. Une des questions centrales est aussi celle de sa répartition. Comment les revenus de cette taxe seront répartis entre les différentes disciplines artistiques ? D'autre part,
le texte prétend défendre les auteurs, mais considère tout le monde comme un auteur. Dans votre avant-propos, monsieur le rapporteur, vous indiquez que dans le domaine du livre, je cite, « les aides du Centre national du livre sont conditionnées à une publication préalable ». Ainsi, comme cela a été souligné au cours des auditions, ces aides ont la particularité d'être allouées aux personnes qui en ont probablement le moins besoin. C'est faux. L'exigence d'avoir un livre publié à compte d'éditeur est une exigence minimale, car sinon, qui garantit la qualité de professionnel? Sans la validation d'un éditeur, tout le monde peut se dire auteur. Il est donc capital d'avoir cette validation. Par ailleurs, dire que c'est aider les auteurs qui en ont le moins besoin, c'est se tromper. Ce sont les auteurs qui vivent de leur plume, non pas occasionnels, mais professionnels, qui ont besoin de revenus et de bourses, donc les auteurs publiés. Les personnes qui ont le moins besoin de l'aide du CNL, ce sont soit les auteurs qui vendent beaucoup et ne demandent pas les aides, soit les auteurs du dimanche, ceux qui ont un autre emploi et qui ne cherchent pas à être publiés. Il est essentiel de défendre l'idée que seule la publication valide la qualité du travail. Lors de la réforme du CNL de 2015, un critère le plus souple possible a été choisi, celui d'avoir un livre publié. Je me permets également de souligner que certains secteurs ne sont pas unanimes sur votre proposition. C'est notamment le cas du secteur de la bande dessinée, qui ne souhaite pas la création d'un régime d'indemnisation spécifique afin d'éviter que leur activité ne devienne demain, je cite, « subventionnée ». Aujourd'hui, nous pouvons toutefois reconnaître que les artistes doivent parfois faire face à un maquis d'aides dont l'accès manque de lisibilité. Nous devons en priorité apporter une réponse à cette difficulté dans ce domaine pour lutter contre le non-recours potentiel. Les professionnels témoignent de l'efficacité et du caractère indispensable de certaines aides pour de nombreux artistes. C'est pourquoi il nous semble plus important de travailler sur le non-recours des artistes professionnels qui peuvent y prétendre. En effet, les aides sont aujourd'hui sectorisées et répondent à des logiques d'attribution expertisées et légitimes par chaque secteur. Une des réponses réside donc dans une évaluation des dispositifs en place, et c'est précisément notre rôle de parlementaires que de les évaluer. Je vous propose d'y travailler ensemble et au sein de notre commission. D'autre part, et malgré de nombreuses réflexions, il n'a encore jamais été possible de trouver des solutions pour que les auteurs et artistes-auteurs puissent, comme les autres actifs, bénéficier de revenus de substitution lorsque les aléas de leur exercice provoquent de fortes chutes de revenus. Leur statut social, au long des années, s'est régulé et s'est nettement amélioré, mais malgré les tentatives, aucune protection ou aucun mécanisme approchant une sorte d'assurance chômage n'ont pu être trouvés. C'est une réflexion globale qui doit être menée en concertation et en tenant compte des spécificités des secteurs. Ensemble, nous vous proposons de poursuivre les travaux pour définir un projet plus juste et plus efficace. Permettez-moi pour conclure de reprendre une phrase de Jack Lang qui présentait le budget du ministère de la Culture en 1981. « Ni indifférence, ni ingérence, tel sera notre mot d'ordre. Il me semble essentiel de conserver cette ligne de conduite dans la politique culturelle que nous menons et de poursuivre ensemble nos travaux pour les artistes-auteurs. » Je vous remercie. Merci.